Mes chers compatriotes, ainsi que vous, mesdames, je suis très honoré de m'adresser à vous tous aujourd'hui, en cette fin d'année 2047 du calendrier grégorien et 1470 du calendrier islamique, ici, à l'Élysée, où depuis plus de 7 mois maintenant, je travaille au quotidien à prendre des décisions difficiles mais cruciales qui engagent l'avenir de notre beau pays. Je voudrais, à l'occasion de cette allocution, répondre à la colère que je sens monter chez une partie de notre pays, qui s'exprime à travers la presse et sur les réseaux sociaux, pour formuler ses inquiétudes depuis mon élection d'un cheveu en mai dernier à la présidentielle, après ma victoire à 50,01%. Une élection sans doute par défaut, je le reconnais, parce qu'il fallait bien évidemment faire barrage à la candidate de l'extrême droite, Malika Elben, la candidate du Front National Islamique. Alors la première des choses que je voudrais rappeler, c'est qu'un président islamiste modéré comme moi n'est absolument pas une menace pour les minorités. Et contrairement à ce que des rumeurs malveillantes affirment ici et là, je n'ai pas pour projet de faire modifier le cadre légal afin de faire condamner à de la prison ou à des châtiments corporels nos concitoyens gays, lesbiennes, bisexuels, transsexuels, transgenres, intergenres, interespèces, pansexuels. C'est long à dire toute cette liste, on va dire les déséquilibrés sexuels, ça ira plus vite. Je vous disais donc que le bien-être moral et mental des déséquilibrés sexuels est au cœur de mes préoccupations. C'est pourquoi je m'engage à ce que dès le début de l'année prochaine, des budgets soient débloqués en priorité afin de faire que tous les déséquilibrés sexuels de France puissent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un internement psychiatrique de force, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Preuve que j'entends les souffrances de ces gens, et j'y réponds du mieux que je le peux, parce que je leur porte de l'attention. Croyez-moi, une bonne camisole, au milieu d'une chambre confortable, avec des murs matelassés, ça leur fera plus de bien que tous ces pantalons noirs en cuir et à fesses apparentes qu'ils affectionnent tant, mais que seuls des gens fortement perturbés psychologiquement peuvent porter. Franchement, on est d'accord quand même. Bon. Une autre réforme qui n'attend pas, celle du mariage vraiment pour tous qui va plus loin que le seul mariage pour tous. En France, des hommes qui aiment des hommes et des femmes qui aiment des femmes, allez comprendre pourquoi, ont par le passé voulu le droit de se marier. Et ils ont fini par l'obtenir sous l'exercice des mandats de mes prédécesseurs. Soit. En France, également, des gens qui se sentent femmes dans un corps d'homme, ainsi que des gens qui se sentent hommes dans un corps de femme, ont aussi obtenu par le passé une reconnaissance de leurs différences psychophysiologiques. Mais a-t-on pensé un seul instant à celles et ceux qui, parmi nos concitoyens, se sentent enfants dans un corps d'adulte, et inversement, à celles et ceux qui se sentent adultes dans un corps d'enfant? Moi, je pense à tous ces gens, et j'entends leurs souffrances. C'est pour cela que le projet de loi Aïcha sur le mariage entre les adultes dans un corps impubère et les adultes dans un corps pubère verra le jour prochainement, parce qu'il ne faut pas confondre identité de genre reproductif et expression de genre reproductif, sinon on va mal partir. Enfin, pour clore sur ce chapitre des réformes sociétales, sachez que je réfléchis à un projet de loi sur un PACS pour les couples d'amoureux de 3 individus ou plus. Parce que, là encore, soyons réalistes, le temps de l'hypocrisie et du tabou a assez duré. La France, c'est le pays de la galanterie, mais c'est aussi le pays du libertinage, ou de ce que certains appellent vulgairement la partouze. Parce que les droits des femmes m'importent plus que tout, à moi qui suis un islamiste modéré et féministe, eh bien je pense qu'il est temps de sortir enfin les maîtresses de la clandestinité. Les maîtresses ont le droit de pouvoir accéder à une reconnaissance administrative et fiscale de leur amour avec leur conjoint commun. Un conjoint qui lui aussi a le droit de vouloir des enfants de plusieurs femmes différentes. À partir du moment où tout le monde est consentant, où est le problème? Dans notre pays, ce qui est bizarre, c'est qu'on se plaint constamment de la natalité anormalement basse qui menacerait le renouvellement démographique. Et on devrait ensuite reprocher à un homme honnête,
d'avoir de multiples concubines enceintes. Lui qui aura plusieurs enfants à partir de ses multiples concubines, de multiples enfants qui financeront davantage les retraites que les 1,8 enfants en moyenne par couple monogame. Et puis, comprenez que nous n'avons pas forcément le choix. Si on veut maintenir cet acquis social de l'âge de départ à la retraite à 80 ans, vous ne voudriez quand même pas partir à la retraite à 82 ans ou 84 ans, quand même. Et puis vous verrez en définitive, tout le monde y trouvera son compte avec cette réforme. Je tiens enfin à rappeler qu'il ne s'agit pas là d'un moyen déguisé par lequel je souhaiterais légaliser la polygamie. Entendons-nous bien, pas de caricature s'il vous plaît du fait de ma religion. Quand un homme se marie avec plusieurs femmes, c'est de la polygamie. Mais là je ne vous parle pas d'un projet de mariage, je vous parle juste d'un pax entre les membres d'un couple constitué d'au moins 3 colocataires amoureux ou plus, vivant durablement sous le même toit. Ça n'a rien à voir avec de la polygamie. C'est plus du libertinage sédentaire, stable et exclusif, à long terme, sous le même toit. Vous voyez, en matière de mœurs sexuelles et de mariage, je suis finalement beaucoup plus ouvert et libéral que ce que certains pensent. Autre rumeur calomnieuse à mon encontre à laquelle je me sens obligé de répondre, ici et là, certains parmi mes adversaires politiques prétendraient que je serais un ennemi de la laïcité. Moi, c'est ridicule. D'ailleurs, pour preuve de mon engagement en faveur de la laïcité, mon gouvernement va dès à présent aller encore plus loin que tout ce qui a été fait jusqu'alors en matière de laïcité sur le plan légal. Je m'engage à ce que dorénavant, l'État français applique la laïcité totale, une laïcité à 100%, vous m'avez bien entendu. Cela signifie que dorénavant, l'État ne se mêlera plus de religion, l'État n'aura plus du tout d'avis officiel sur les religions, et sous mon autorité, vous n'entendrez d'ailleurs plus jamais l'État français parler de la moindre religion. On en revient finalement au véritable esprit de la loi de 1905. N'est-ce pas cela le véritable sens de la laïcité? Contrairement à mes prédécesseurs qui voulaient régulièrement régenter l'islam de France, mettre le nez dans le financement et la construction des mosquées ou dans la formation des imams, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Alors pour vous les citoyens, cette laïcité totale, ça ne changera pas grand-chose. Dans votre vie privée, vous pourrez continuer de considérer que les mosquées, ce sont des lieux de culte. Mais pour l'État français que je représente dorénavant, les religions, ça n'existe plus. Alors les mosquées, pour mon gouvernement, au mieux, ce sera des clubs de yoga oriental dans lesquels des barbus vêtus de robes et pieds nus font des étirements et des exercices d'aérobic sur des moquettes 5 fois par jour en direction d'Ajaccio. Voilà. Les mosquées comme l'islam de France, ce n'est plus l'affaire de mon gouvernement dorénavant, puisque je me dois d'être garant de la laïcité, et surtout déjà parce que l'État n'est propriétaire d'aucune mosquée au moment où je vous parle. Contrairement à une idée reçue, les grandes mosquées de Paris, de Saint-Tropez et de Lourdes appartiennent d'ailleurs à des États étrangers. Parce que l'ensemble des mosquées de France ne seront administrativement et fiscalement plus considérées comme des lieux de culte à partir de maintenant, nous allons bien évidemment pouvoir leur accorder des subventions de plusieurs dizaines de millions d'euros par an via le ministère de la Santé et le ministère des Sports, car ces mosquées, du point de vue de la laïcité totale de l'État, font quand même œuvre de santé publique, on peut le reconnaître, dans la mesure où par la pratique collective de l'activité du yoga et de l'aérobic, qu'elles encouragent 5 fois par jour à tout âge, eh bien ces mosquées enseignent et promeuvent la lutte contre le stress et l'engourdissement musculaire. Cette formidable initiative de santé publique mérite donc d'être soutenue. Alors par contre, contrairement à son absence de lien direct avec les mosquées, l'État français est quand même malheureusement propriétaire de 40 000 églises sur les 42 000 que compte notre territoire. Pratiquement toutes les églises appartiennent à l'État ou à ses collectivités territoriales, et ça je ne peux pas l'accepter. L'État français n'a pas à posséder des églises.
surtout dans de telles proportions, tandis que seuls 3% des Français en 2047 sont encore catholiques et leur nombre ne cesse de décroître avec le temps qui passe. C'est pourquoi j'ai décidé que ces 40 000 églises et cathédrales également, sur tout notre territoire et qui sont à la charge de l'État français, allaient tout être transformées, alors en asile psychiatrique d'abord, en priorité pour les déséquilibrés religieux, politiques ou sexuels, mais aussi en abattoir halal, parce que la viande bien cuite est plus sûre en matière de sécurité alimentaire que la viande saignante. Et les abattoirs halal savent y faire pour vider de leur sang les animaux de boucherie. Ils ont l'expérience, ils ont l'expertise. Je leur fais confiance. Et enfin, ces églises pourront être reconverties en centres de déradicalisation contre les fondamentalistes. Apostat. Pardon. Je voudrais pour finir vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sujet est un des plus grands enjeux écologiques de notre pays depuis trop longtemps déjà. Je parle bien évidemment de notre dépendance au nucléaire. Contrairement à mes prédécesseurs qui n'ont fait que parler et se plaindre mais sans jamais agir concrètement, j'ai décidé de frapper un grand coup sur cette question parce que la France doit sortir le plus vite possible et durablement du tout nucléaire dans lequel elle s'enlise irrémédiablement. Je voudrais que nous puissions fermer toutes les centrales nucléaires sur notre territoire dans les prochaines années, afin de se préserver d'une catastrophe comme celle de Tchernobyl qui a eu lieu au siècle dernier, mais aussi parce qu'il n'est plus possible que la question des déchets nucléaires soit encore éternellement repoussée au lendemain. C'est pourquoi, dès le début de l'année prochaine, je vous annonce que la France et l'Algérie fusionneront afin de ne faire plus qu'un seul et même pays. Ne paniquez pas. L'Algérie, pays autosuffisant en gaz et en pétrole, assurera notre avenir énergétique et nous permettra de tourner sereinement le dos au nucléaire. Les autorités algériennes sont bien évidemment favorables et même euphoriques devant ce projet de fusion entre nos deux pays sur lequel nous allons beaucoup travailler à la rentrée. Et le président Bouteflika lui-même, qui se présentera d'ailleurs prochainement à son 11e mandat présidentiel, il a confirmé, par impulsion électro-cérébrale depuis son sarcophage cryogénique, mais il a quand même confirmé qu'il était favorable à cette fusion entre nos deux pays. Croyez-moi, les meilleurs experts ont étudié le dossier, on n'aura que des avantages et aucun inconvénient. Et puis franchement, quel beau symbole d'harmonie et de réconciliation entre nos sociétés et nos histoires ce serait que ces deux pays, que sont la France et l'Algérie, deviennent demain unis dans un seul et même pays. La Fralgérie, ou l'Algérance, ou peut-être un autre nom, on trouvera, on y travaille. L'Union européenne, vous l'avez remarqué, s'est petit à petit vidée de tous ses principaux pays. La Grande-Bretagne est partie, l'Italie est partie, l'Allemagne est partie, l'Espagne est partie. Nous n'y sommes plus que 5 actuellement, vous vous rendez compte ? Le risque de l'isolement nous guette. Alors ce projet de fusion avec un autre pays ne peut qu'être bénéfique. C'est là une opportunité formidable qui sera profitable à tous. Et puis entre nous, le nationalisme égoïste, il ne nous permettra pas de résoudre les immenses défis écologiques face auxquels nous devons faire face unis. Et puis rendez-vous compte qu'en fusionnant l'Algérie et la France, vous serez bientôt les habitants d'un vaste pays 4 fois plus grand que votre pays actuel. Même si l'essentiel du territoire que nous allons gagner, c'est un désert suffocant rempli d'insurgés islamistes djihadistes, mais c'est bien quand même. Et vous verrez que le peuple algérien enthousiaste, fier et fertile, profitera de cette fusion entre nos deux pays et nos deux peuples pour se rapprocher de nous, pour se mêler à nous. Et ils vont déferler, vous verrez, sur les villes, les villages et tous les quartiers des 4 coins de la France, afin d'y trouver leur place et de nous enrichir socialement et culturellement, parce que la différence est une richesse, paraît-il. C'est une nouvelle page de l'histoire glorieuse de la France que nous allons écrire, en fusionnant la France avec l'Algérie, dans ce beau projet écologique de grande envergure et de bon sens, qui nous préservera durablement de la menace du danger nucléaire.
Alors quand je parle de la menace du danger nucléaire, il s'agit bien évidemment du danger de l'usage civil et énergétique du nucléaire, et non pas de son usage militaire. Rassurez-vous, de façon indépendante aujourd'hui, et je l'espère avec l'accord du gouvernement algérien à l'avenir, je garderai la main sur la valise nucléaire qui nous permettra de lancer à tout moment une bombe atomique sur n'importe quel ennemi de ce monde qui s'opposera à la paix, qui s'opposera à la paix. À la paix.